Un millionnaire reçoit la nouvelle dévastatrice que son fils de 5 ans, dans le coma depuis 2 ans, présente une diminution de son activité cérébrale. Les médecins affirment qu'il n'y a plus rien à faire. Au comble de son désespoir, une pauvre petite fille entre timidement dans la chambre et murmure « Monsieur, je sais comment réveiller votre fils. » D'abord sceptique, il est stupéfait lorsqu'elle révèle connaître un secret particulier. Elle s'approche alors du lit et accomplit un geste inexplicable. Le millionnaire ne peut supporter ce qu'il voit et s'évanouit sur le champ. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'odeur d'antiseptique piquait les narines d'Edward Morgan alors qu'il parcourait les couloirs de marbre du St. Judas Medical Center, l'hôpital le plus cher et le plus réputé de la ville. Ses chaussures italiennes résonnaient sur le sol impeccable, chaque pas une déclaration de puissance qui ne parvenait pas à masquer l'angoisse qui lui rongeait la poitrine depuis 2 longues années. À 52 ans, Edward avait bâti un empire d'entreprise fondé sur une froideur calculée et la conviction que tout dans la vie avait un prix. Tout, sauf ce qui comptait le plus maintenant. Son assistante personnelle avait appelé 3 fois ce matin-là, tentant de reporter des réunions importantes, mais Edward ne pouvait se concentrer sur les affaires. Pas alors que le docteur Henry Wallace avait demandé un entretien urgent concernant l'état de Michael, son fils de 5 ans, dans le coma depuis le terrible accident qui avait changé leur vie à jamais. Edward s'arrêta devant la porte du bureau du médecin, sa main tremblant imperceptiblement tandis qu'il ajustait sa cravate de soie. Derrière la façade d'un contrôle absolu, une tempête de culpabilité et de désespoir menaçait de le consumer. Il savait que cette conversation n'apporterait pas de bonnes nouvelles. Les signes étaient devenus impossibles à ignorer ces dernières semaines. Les moniteurs affichant une activité cérébrale toujours plus faible, le regard fuyant du médecin lors des visites quotidiennes, le silence gêné du personnel médical. « Entrez, monsieur Morgan », dit le docteur Wallace, un homme d'une 60aine d'années dont la réputation était aussi impeccable que ses tarifs étaient élevés. Son expression grave confirma les pires craintes d'Edward avant même qu'un mot ne soit prononcé. Edward s'assit dans le fauteuil en cuir, maintenant la posture droite qu'il avait perfectionnée au fil de décennies de négociations ardues. Mais cette fois, aucune stratégie ne pouvait le sauver. Il n'y avait pas assez d'argent au monde pour acheter ce qu'il désirait le plus, le réveil de son fils. « Docteur, allons droit au but », dit Edward, sa voix ne trahissant qu'un léger tremblement. « Quelle est la situation réelle de Michael ?» Le médecin soupira profondément, retirant ses lunettes pour les nettoyer avec des gestes lents et délibérés. « Edward, vous le savez, j'ai toujours été franc avec vous. L'état de Michael s'est détérioré. Les derniers tests montrent une diminution significative de l'activité cérébrale. » Les mots frappèrent Edward comme une sentence de mort. Il avait dépensé des millions en traitements expérimentaux, engagé les meilleurs spécialistes du monde, fait construire une chambre d'hôpital privée avec des équipements de pointe, tout cela pour s'entendre dire que son fils s'éloignait de plus en plus de la vie. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» demanda Edward, bien qu'il connût déjà la réponse. « Cela signifie que nous devons discuter des prochaines étapes, » répondit le docteur Wallace, sa voix empreinte d'une compassion professionnelle. « Edward, le moment est venu d'envisager d'autres possibilités. Michael n'est maintenu en vie que par les machines. Il n'y a plus aucun signe d'amélioration et la science médicale a atteint ses limites. » Le monde d'Edward s'effondra à cet instant. Toute son arrogance, toute sa puissance financière, toute sa capacité à contrôler des situations impossibles se révélaient totalement inutiles face à la fragilité de la vie. Il pensa à Clara, sa femme, décédée 3 ans plus tôt sans jamais avoir pu voir son fils se réveiller. Il pensa aux promesses qu'il lui avait faites dans ses derniers moments, jurant qu'il prendrait soin de Michael jusqu'à ce qu'il ouvre à nouveau les yeux. « Non, » dit Edward, sa voix plus forte qu'il ne l'avait voulu. « Je n'accepte pas ça. Il doit y avoir autre chose à faire. » Le silence qui suivit fut assourdissant, seulement rempli par le bourdonnement lointain des machines qui maintenaient son fils en vie à l'étage supérieur. Edward sentit ses défenses émotionnelles s'effondrer, révélant une vulnérabilité qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Clara. À cet instant, il comprit qu'il était sur le point de perdre le seul lien qui le rattachait encore à elle. Edward quitta le bureau comme un homme en transe, ses jambes se déplaçant automatiquement vers l'ascenseur qui le mènerait à la chambre de Michael. Le couloir du 10e étage semblait plus long que jamais, et chaque pas résonnait comme un compte à rebours avant une décision qu'il n'était pas prêt à prendre. Les mots du docteur Wallace résonnaient dans son esprit. Discuter des prochaines étapes était un euphémisme cruel pour l'impensable. En entrant dans la chambre privée, Edward fut enveloppé par l'atmosphère familière et suffocante qu'il connaissait si bien.
Le bip rythmé des machines qui maintenaient Michael en vie créait une symphonie mécanique devenue la bande-son de son existence. Le garçon gisait immobile dans le lit d'hôpital ultramoderne, ses cheveux bruns contrastant avec la pâleur de sa peau qui n'avait pas vu le soleil depuis 2 ans. Édouard s'approcha du lit et prit la petite main de son fils, cherchant un signe de reconnaissance qui ne venait jamais. « Michael, papa est là », murmura-t-il, sa voix se brisant malgré tous ses efforts pour garder le contrôle. « Je ne t'abandonnerai jamais. » L'infirmière de service, une femme expérimentée nommée Dolores, observait depuis le seuil de la porte avec un regard de compassion qu'Édouard avait appris à détester. C'était le même regard que tout le monde lui adressait, de la pitié mêlée au soulagement de ne pas être à sa place. Il la congédia d'un geste sec, préférant la solitude avec son fils. C'est alors qu'il entendit de petits pas hésitants dans le couloir. Édouard se retourna, agacé par l'interruption, s'attendant à voir un autre membre du personnel médical. À la place, il se trouva face à une fillette d'environ 7 ans, vêtue d'une simple robe délavée, ses cheveux noirs coiffés en tresses désordonnées. Ses grands yeux sombres examinaient la pièce avec une curiosité enfantine qui semblait totalement déplacée dans cet environnement stérile. « Qui es-tu » exigea Édouard, la voix chargée d'impatience. « Les enfants ne sont pas autorisés ici. »« Où sont tes parents ?» La fillette ne se laissa pas intimider par son ton autoritaire. Au lieu de cela, elle fit quelques pas prudents dans la chambre, les yeux fixés sur Michael. « Ma maman travaille ici » dit-elle d'une voix douce mais déterminée. Elle nettoie les chambres la nuit. Une vague d'irritation submergea Édouard. Le plus cher hôpital de la ville laissait les enfants du personnel errer librement dans les couloirs. C'était inacceptable. « Cela ne te donne pas le droit d'entrer dans les chambres privées » la gronda-t-il. « Sors immédiatement avant que j'appelle la sécurité. » Mais la fillette ne bougea pas. Elle pencha légèrement la tête, étudiant le visage d'Édouard avec une intensité troublante pour quelqu'un de si jeune. « Vous êtes le papa de Michael » dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. La surprise d'Édouard fut évidente. Comment une enfant inconnue pouvait-elle connaître le nom de son fils ? « Comment sais-tu ? » ?»« Je sais comment réveiller votre fils » l'interrompit la fillette, ses paroles faisant l'effet d'une bombe silencieuse dans la pièce. Édouard sentit le monde s'arrêter autour de lui. Le bruit des machines sembla s'intensifier, et la climatisation froide de la chambre ne parvenait pas à empêcher la sueur de perler sur son front. « Que as-tu dit » La fillette répéta, chaque mot prononcé avec une certitude déconcertante, « Je sais comment réveiller votre fils. » Un instant, Édouard resta sans voix. Une partie de lui voulait rire de l'absurdité de la situation, une pauvre enfant prétendant pouvoir faire ce que les meilleurs médecins du monde n'avaient pas réussi. Une autre partie, celle qui se noyait dans le désespoir, s'accrocha à ces mots comme un naufragé à une planche de salut. « C'est ridicule » dit-il finalement, sa voix trahissant plus d'incertitude que de conviction. « Tu n'es qu'une enfant. Tu ne sais pas de quoi tu parles. » La fillette fit quelques pas de plus vers le lit, ignorant complètement l'hostilité d'Édouard. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Michael, comme si elle pouvait y voir quelque chose qui échappait à tous les autres. La fillette se tenait immobile près du lit de Michael, ses petits yeux perçants fixés sur le visage endormi du garçon. Édouard observait chacun de ses mouvements, partagé entre l'irritation de cette intrusion et une curiosité grandissante qu'il ne pouvait expliquer. Il y avait quelque chose dans la posture de l'enfant, une sérénité étrange pour son jeune âge, qui le déstabilisait. « Comment connais-tu le nom de mon fils » demanda Édouard, croisant les bras dans une posture défensive. « Et que voulais-tu dire par le réveiller » La fillette se tourna lentement vers lui, et Édouard fut frappé par la maturité qu'il vit dans ses yeux sombres. « J'ai connu Clara » dit-elle simplement, comme si elle commentait la météo. Le nom frappa Édouard comme un coup de poing dans le ventre. Personne à l'hôpital n'osait mentionner Clara en sa présence. Le personnel médical avait reçu des instructions claires de ne pas aborder le sujet de sa défunte femme, et Édouard s'était assuré que tout le monde sache que c'était un terrain interdit. « Tu n'as pas connu ma femme » dit Édouard, sa voix sortant plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « C'est impossible. Clara, elle ne se mélangeait pas avec. » Il s'arrêta brusquement, réalisant qu'il était sur le point d'exprimer un préjugé qu'il reconnaissait, même dans son état de fragilité émotionnelle, comme déplacé. La fillette, cependant, sembla parfaitement comprendre ce qu'il n'avait pas dit. « Avec des gens comme moi » compléta-t-elle, sans montrer ni blessure ni colère. « Clara ne pensait pas comme ça. Elle m'a appris une chanson spéciale. » Édouard sentit ses jambes faiblir. Clara avait été une femme de la haute société,
Éduquée dans les meilleures écoles, habituée aux cercles sociaux les plus raffinés. L'idée qu'elle ait pu fréquenter une enfant de la classe ouvrière semblait totalement absurde. Pourtant, il y avait quelque chose dans la certitude avec laquelle la fillette parlait qui planta une graine de doute dans son esprit. « Quelle chanson ?» demanda-t-il, presque dans un murmure. La fillette sourit pour la première fois depuis son entrée dans la chambre. Un sourire qui illumina son visage et rendit, d'une certaine manière, l'atmosphère oppressante plus légère. La chanson qu'elle chantait pour Michael quand il était encore dans son ventre. La chanson secrète que seuls eux deux connaissaient. Le monde d'Edouard se mit à tourner. Cette information était impossible. La mélodie que Clara fredonnait pendant sa grossesse était une chose intime entre eux, quelque chose qu'elle avait créé instinctivement durant ses nuits d'insomnie, caressant son ventre et murmurant des mots d'amour au bébé qui n'était pas encore né. Il n'avait jamais partagé cette chanson avec personne. « Tu mens » dit Edouard. Mais sa voix parlait de désespoir, pas de conviction. « C'est impossible. Clara n'aurait jamais. » Elle la chantait comme ça. La fillette l'interrompit et se mit à fredonner une mélodie douce et suave. Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque note, chaque inflexion, chaque pause dans l'air était exactement comme Clara la chantait. C'était comme si sa femme était de nouveau là, dans la pièce, remplissant l'espace de sa voix angélique. Édouard s'appuya contre le mur, sa respiration devenant saccadée alors que des souvenirs longtemps enfouis refaisaient surface. La fillette cessa de fredonner et regarda Édouard droit dans les yeux. Clara m'a dit que cette chanson avait des pouvoirs spéciaux, qu'elle pouvait réveiller les gens qui dormaient très profondément. « Arrête » dit Édouard, sa voix un murmure désespéré. « Arrête » Mais la fillette continua. Elle a dit que si jamais Michael avait besoin de se réveiller, je devais lui chanter cette chanson. Elle m'a fait promettre. Édouard glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre, son sang-froid finalement brisé. Cet enfant connaissait des secrets impossibles à connaître, chantait une chanson que seule Clara connaissait, parlait de promesses qui semblaient venir d'outre-tombe. Il regarda Michael, puis la fillette, essayant de traiter une réalité qui défiait tout ce en quoi il croyait. Édouard resta au sol plusieurs minutes, son esprit luttant pour assimiler ce qu'il venait d'entendre. La mélodie résonnait encore à ses oreilles, chaque note ravivant le souvenir de Clara chantant doucement aux petites heures du matin pendant sa grossesse. Comment était-il possible qu'une enfant inconnue connaisse quelque chose de si intime et personnel ? « Qui es-tu » demanda-t-il finalement, la voix nouée par l'émotion. « Comment t'appelles-tu » ? « Hope » répondit la fillette, et Édouard faillit rire de l'ironie. Une enfant nommée Espoir apparaissant au moment le plus désespéré de sa vie. « Hope Santos. Ma mère s'appelle Maria. Elle nettoie cet étage toutes les nuits. » Édouard connaissait vaguement la femme de ménage de nuit, une femme silencieuse qui travaillait discrètement pendant qu'il tenait ses veillées solitaires auprès de son fils. Il ne lui avait jamais prêté la moindre attention, tout comme il n'en prêtait à la plupart du personnel qu'il considérait invisible. Découvrir maintenant que cette femme avait une fille qui prétendait connaître Clara le laissa complètement désorienté. « Où as-tu rencontré ma femme » demanda Édouard, se relevant lentement et époussetant un grain de poussière imaginaire de son costume. « Au centre communautaire de Hope's Crossing » répondit la fillette, inconsciente de l'ironie de son prénom correspondant à celui du quartier. Clara venait les mardis et jeudis. Elle m'aidait avec mes devoirs et m'apprenait à mieux lire. Édouard eut l'impression d'être à nouveau frappé. Clara n'avait jamais mentionné se rendre dans un centre communautaire. Ses après-midi étaient remplis de cours de pilates, de déjeuners avec ses amis du club et de rendez-vous au spa. L'idée de sa femme aristocratique aidant des enfants défavorisés avec leurs devoirs semblait une fantaisie absurde. « C'est un mensonge » dit-il. Mais sa conviction s'estompait rapidement. Clara ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Hope haussa les épaules avec une simplicité enfantine. Elle disait que c'était son secret spécial, que certains secrets ne sont pas gardés pour blesser les gens, mais pour protéger ceux que l'on aime. Ces mots touchèrent Édouard de manière inattendue. Clara avait toujours été mystérieuse sur certaines de ses activités, disant seulement qu'elle avait besoin de temps pour elle lorsqu'il l'interrogeait sur certaines absences. Il avait interprété cela comme des caprices féminins, n'imaginant jamais qu'il puisse y avoir quelque chose de plus profond. « Puis-je essayer de réveiller Michael maintenant » demanda Hope, s'approchant du lit avec un naturel qui contrastait avec la tension qui étreignait Édouard. « Non » dit-il rapidement, son instinct protecteur prenant le dessus sur tout le reste. « Tu ne peux pas le toucher, les médecins ont dit ?»« Je ne lui ferai pas de mal » l'interrompit Hope, sa voix portant une patience qui semblait bien trop mûre pour son âge. « Clara m'a appris comment faire.
Elle disait que l'amour peut voyager à travers la musique. Édouard regarda son fils, puis la fillette, se sentant piégé entre un scepticisme rationnel et un espoir désespéré qui grandissait en lui. Pendant 2 ans, il avait tout essayé ce que l'argent pouvait acheter. Peut-être était-il temps d'essayer quelque chose qui ne coûtait rien. Chante seulement, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Tu peux chanter, mais tu ne le touches pas. Hope hocha la tête et se plaça à côté du lit. Elle ferma les yeux un instant, comme pour se concentrer, puis se mit à chanter de nouveau la mélodie que Clara avait créée. Sa voix enfantine emplit la pièce d'une douceur qu'Édouard n'avait pas ressentie depuis des années. Tout en écoutant, Édouard gardait les yeux fixés sur le moniteur cardiaque de Michael. Pendant 2 ans, cette ligne verte était restée d'une régularité monotone, ne montrant que les battements mécaniques d'un cœur qui continuait à fonctionner sans la présence de l'esprit. Mais maintenant, alors que la voix de Hope emplissait l'air, Édouard remarqua quelque chose de différent. Le rythme cardiaque de Michael s'accélérait légèrement. C'était subtil, presque imperceptible, mais c'était bien là. Édouard se pencha en avant, n'en croyant pas ses yeux. Puis, impossible à ignorer, un des petits doigts de Michael tressaillit. Édouard cligna des yeux plusieurs fois, convaincu d'halluciner. Le petit doigt de Michael avait bougé. Il en était sûr. Mais maintenant, en observant attentivement, tout semblait être revenu à la normale. Le moniteur cardiaque affichait un rythme légèrement élevé, mais toujours dans les paramètres qu'Édouard avait appris à reconnaître comme stables au cours des 2 dernières années. « Tu as vu ça » murmura-t-il à Hope, qui avait cessé de chanter et observait Michael avec une expression de profonde concentration. « Il essaie de se réveiller » dit-elle avec la même certitude simple qu'elle avait utilisée pour toutes ses déclarations impossibles. « Mais il a peur. Il ne sait pas s'il est sûr de revenir. » Un frisson parcourut l'échine d'Édouard. La façon dont la fillette parlait de l'état de Michael était d'une précision troublante, comme si elle pouvait réellement percevoir des choses qui échappaient à la compréhension médicale. Pendant 2 ans, Édouard avait entendu des dizaines d'explications techniques sur les comas, l'activité cérébrale et les possibilités de guérison, mais aucune n'avait semblé aussi convaincante que les simples mots de cet enfant de 7 ans. « Comment sais-tu cela » demanda-t-il, sa voix remplie d'un mélange d'espoir et de peur. « Clara me l'a dit » répondit Hope, comme si cela expliquait tout. Elle a dit que lorsque les gens dorment longtemps après avoir été blessés, ils ont parfois peur de se réveiller parce qu'ils pensent que ça fera encore mal. Ces mots frappèrent Édouard comme une révélation. Au cours des 2 années écoulées depuis l'accident, il s'était concentré exclusivement sur les aspects médicaux de l'état de Michael, lésions cérébrales, activité neurologique, chances de récupération physique. Il n'avait jamais envisagé qu'il puisse y avoir un aspect émotionnel, que son fils puisse, d'une certaine manière, choisir de rester endormi. Soudain, la pièce devint suffocante. La réalité de ce dont il venait d'être témoin ou le tressaillement d'un doigt, le changement de rythme cardiaque, la familiarité impossible de la fillette avec les secrets intimes de sa famille, tout cela convergea en une vague d'émotions qu'Édouard ne put plus contenir. Ses jambes cédèrent et il s'effondra, s'évanouissant près du lit de son fils. Quand Édouard reprit conscience, il se trouva allongé sur le canapé de la chambre, le docteur Wallace vérifiant sa tension artérielle et Hope assise tranquillement sur une chaise voisine, observant le tout avec des yeux inquiets. « Edward, ça va » demanda le médecin, sa voix professionnelle masquant une réelle préoccupation. « L'infirmière m'a appelé quand elle vous a trouvé évanoui. » Édouard tenta de s'asseoir, la tête lui tournant encore légèrement. « Mike ?» Il a bougé. Son doigt a bougé quand elle chantait. Le docteur Wallace échangea un regard avec l'infirmière Dolores, qui était revenue dans la chambre. Édouard reconnut cette expression. C'était le regard qu'il réservait aux membres de la famille qui perdaient la raison à cause d'un stress prolongé. « Édouard, » dit le médecin doucement, « je sais que vous voulez croire à des signes d'amélioration, mais nous devons être réalistes. Les spasmes musculaires involontaires sont courants chez les patients comateux. Ils ne signifient pas. » « Ce n'était pas un spasme, » l'interrompit Édouard, sa voix gagnant en force à mesure que l'indignation montait. « Je l'ai vu. Son rythme cardiaque a changé aussi. Vérifiez les moniteurs. » Le docteur Wallace soupira et consulta les graphiques que l'infirmière lui tendit. Édouard vit un froncement de confusion se former sur son front alors qu'il examinait les données. Il y a effectivement eu une légère altération de son rythme cardiaque il y a environ 15 minutes, admit le médecin. Mais cela pourrait avoir plusieurs explications. Des changements de température dans la chambre, des ajustements de médication, ou la musique, dit doucement Hope, prenant la parole pour la première fois depuis l'évanouissement d'Édouard.
Tous les regards se tournèrent vers elle. Le docteur Wallace sembla remarquer la présence de la fillette pour la première fois, et Edward put voir la désapprobation se former sur son visage. « Qui est cet enfant ?» demanda le médecin. « Les enfants ne sont pas autorisés dans les unités de soins intensifs. » Edward fit une pause, réalisant qu'il ne savait pas comment expliquer la présence de Hope sans paraître complètement irrationnel. « Elle connaissait ma femme. » Le docteur Wallace fronça les sourcils, son regard oscillant entre Edward et Hope. L'atmosphère dans la pièce avait complètement changé, chargée d'une tension qui dépassait l'habituelle préoccupation médicale. Edward comprit qu'il était évalué non seulement comme un père désespéré, mais comme quelqu'un dont la stabilité mentale était remise en question. « Edward, je comprends votre désespoir, » dit le médecin en choisissant ses mots avec soin. « Mais permettre à des enfants inconnus d'accéder à Michael n'est pas approprié. C'est un environnement médical contrôlé, et il y a des protocoles que nous devons suivre. » « Elle n'est pas une inconnue, » insista Edward, bien qu'il ne sût pas lui-même comment justifier cette affirmation. « Elle connaissait Clara. Elle sait des choses que... » « Monsieur Morgan, » l'interrompit l'infirmière Dolores, sa voix empreinte d'une sollicitude maternelle, « vous traversez une période très difficile. Il est naturel de vouloir s'accrocher à n'importe quel espoir, même s'il vient d'une pauvre enfant, » compléta Edward, se surprenant lui-même par l'acidité de son ton. « C'est ce que vous pensez tous ?» Le silence gêné qui suivit confirma ses soupçons. Edward réalisa qu'aux yeux du personnel médical, il était manipulé par une enfant de la classe ouvrière qui avait trouvé un moyen de profiter de sa vulnérabilité. L'idée le rendit furieux, non seulement à cause de l'injustice de cette supposition, mais parce qu'une partie de lui craignait qu'elle ne soit vraie. Hope se leva de sa chaise, sa posture petite mais digne. « Je ne veux pas causer de problème, » dit-elle en s'adressant à Edward. « Je voulais juste aider Michael, comme je l'ai promis à Clara. » « Non, » dit Edward rapidement, surprenant tout le monde, y compris lui-même. « Tu ne pars pas. Pas encore. » Le docteur Wallace soupira profondément. « Edward, je dois être clair. Si vous insistez pour permettre à des visiteurs non autorisés d'accéder à Michael, je serai forcé de prendre des mesures plus strictes. Je peux le faire transférer dans un service où l'accès sera plus restreint. » La menace frappa Edward comme un coup physique. L'idée de perdre le contrôle sur les soins de Michael, de le voir transféré dans un environnement impersonnel où il ne pourrait pas tenir ses veillées nocturnes, où il ne pourrait pas être présent à chaque instant, était insupportable. Depuis 2 ans, cette chambre avait été son sanctuaire, le seul endroit où il se sentait encore connecté à son fils. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit-il. Mais sa voix trahissait son insécurité. « Nous le pouvons et nous le ferons si nécessaire, » répondit fermement le médecin. Edward, vous êtes un homme intelligent. Vous savez que laisser vos émotions obscurcir votre jugement n'aidera pas Michael. Edward regarda Hope, qui observait toute la discussion avec une maturité troublante. Dans les yeux de la fillette, il vit une compréhension qui dépassait son âge. Elle savait qu'on la mettait dehors, non pas pour avoir fait quelque chose de mal, mais pour représenter quelque chose que le monde des adultes ne pouvait accepter. « D'accord, » dit finalement Edward, chaque mot lui coûtant un morceau de son âme. Hope, tu dois partir. La fillette hocha la tête sans montrer de surprise ni de blessure. Je comprends, dit-elle simplement. Mais je reviendrai. J'ai promis à Clara de veiller sur Michael, et je tiens toujours mes promesses. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, Edward sentit comme s'il laissait s'échapper son dernier espoir. Hope, appela-t-il, et elle se retourna. Comment puis-je te trouver ? Vous n'avez pas besoin de me trouver, répondit-elle avec un triste sourire. Je vous trouverai. Après le départ de la fillette, la chambre retourna à son silence familier. Mais Edward sentit que quelque chose de fondamental avait changé. Le docteur Wallace et l'infirmière s'apprêtaient à partir quand Edward posa une question qui les surprit. « Docteur, dans votre expérience médicale, avez-vous déjà vu des cas de patients comateux qui réagissaient à des stimuli musicaux spécifiques ?» Le médecin hésita avant de répondre. Il existe quelques recherches sur l'influence de la musique sur les patients comateux, mais les résultats ne sont pas concluants. Pourquoi demandez-vous ? Edward regarda Michael, espérant toujours voir un autre mouvement impossible. Simple curiosité scientifique. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'expulsion de Hope, et Edward n'arrivait pas à chasser la fillette de ses pensées. Ces mots résonnaient constamment dans son esprit, « J'ai promis à Clara de veiller sur Michael ». Comment une enfant de 7 ans aurait-elle pu faire une promesse si spécifique à une femme censée être décédée alors qu'elle n'avait que 4 ans ?
Déterminé à trouver des réponses, Edward prit une décision qui aurait été impensable une semaine plus tôt. Pour la première fois en 2 ans, il quitta l'hôpital pendant la journée et se rendit à Hope's Crossing, le quartier que la fillette avait mentionné. Le contraste avec sa vie privilégiée était saisissant. Des routes non pavées, des maisons simples, des enfants jouant pieds nus dans la poussière. Le centre communautaire était un bâtiment modeste mais bien entretenu, avec des murs colorés et des dessins d'enfants décorant la façade. Edward hésita avant d'entrer, se sentant complètement déplacé dans son costume italien à $3000. La coordinatrice du centre, une femme d'âge mûr nommée Gloria, l'accueillit avec une surprise mal dissimulée. Quand Edward mentionna le nom de Clara, son expression changea complètement. « Clara Morgan ?» demanda Gloria, les yeux s'emplissant de larmes. « Oh, comme elle nous manque !» C'était l'une de nos bénévoles les plus dévouées. Le monde d'Edward s'arrêta. « Bénévole ?» Oui. Elle venait ici 2 fois par semaine pendant près de 3 ans. Elle aidait les enfants avec leurs devoirs, organisait des activités, apportait tellement de dons. Gloria s'interrompit, remarquant le regard choqué sur le visage d'Edward. « Vous ne saviez pas ?» Edward s'assit lourdement sur une chaise en plastique, son esprit luttant pour traiter l'information. Clara, sa femme aristocratique, avait passé 3 ans à faire du bénévolat dans un centre communautaire d'un quartier pauvre, et il n'en avait jamais rien su. Elle nous avait demandé de n'en parler à personne, continua doucement Gloria. Elle disait vouloir garder cela comme son jardin secret, mais elle parlait toujours de son mari et de son fils avec tant d'amour. « Et Hope ?» demanda Edward, la voix blanche. Le visage de Gloria s'illumina. Oh, la petite Hope était le projet spécial de Clara. La fillette avait traversé des moments très difficiles, et Clara l'a prise sous son aile comme si elle faisait partie de la famille. Elle disait toujours que Hope avait un don spécial pour réconforter les gens tristes. Edward passa les 2 heures suivantes à écouter des histoires sur une Clara qu'il n'avait jamais connue. Une femme qui organisait des collectes de fonds, qui connaissait le nom de chaque enfant, qui chantait pour apaiser les plus petits lorsqu'ils se blessaient en jouant. C'était comme découvrir qu'il avait été marié à une étrangère. Quand il quitta finalement le centre communautaire, Edward se rendit directement au bureau de son entreprise, Morgan Enterprises. Il avait besoin de réponses sur une autre question qui le tourmentait, les circonstances exactes de l'accident qui avait plongé Michael dans le coma. Son assistant de direction, Marcus, fut surpris de le voir. Edward était rarement apparu au bureau depuis l'accident, déléguant la plupart des décisions à son équipe de confiance. « Marcus, je veux voir tous les rapports sur l'accident de construction de Park Avenue. Tout. N'omettez rien. » 2 heures plus tard, Edward était entouré de piles de documents, d'expertises techniques et de rapports de sécurité. En lisant, une vérité horrible commença à se former. L'accident qui avait blessé Michael n'était pas un coup du sort tragique. C'était le résultat d'une négligence systémique. L'entreprise de construction avait réduit les coûts en utilisant des matériaux de qualité inférieure pour les échafaudages. Les inspections de sécurité avaient été falsifiées. Les ingénieurs responsables avaient prévenu des risques, mais leurs rapports avaient été ignorés au profit de délais plus serrés et de marges bénéficiaires plus élevées. Edward trouva sa propre signature sur des documents approuvant les mesures de réduction des coûts. Son obsession du profit, sa pression incessante pour des résultats plus rapides et moins chers avaient créé les conditions qui avaient mis en danger son propre fils. Mais la découverte la plus dévastatrice vint à la fin, un rapport daté d'1 semaine avant l'accident, signé par Clara. Elle avait découvert la négligence et rassemblait des preuves pour exposer la vérité. Ses visites au centre communautaire n'étaient pas que de la charité. Beaucoup de familles touchées par la négligence de son entreprise y cherchaient de l'aide. Clara était morte en sachant que son mari était responsable de la souffrance de dizaines de familles, et elle s'apprêtait à le confronter. Edward resta dans son bureau tard dans la nuit, entouré des documents qui révélaient la vérité qu'il avait passé 2 ans à éviter. Chaque page était un acte d'accusation, chaque rapport une condamnation de ses choix d'affaires qui privilégiaient le profit à la sécurité. Le poids de sa culpabilité était écrasant. Il n'était pas seulement une victime des circonstances, mais l'architecte de sa propre tragédie. Ses mains tremblaient en feuilletant les notes personnelles de Clara, découvertes dans un dossier qu'elle avait caché à la maison. Son écriture délicate documentait des conversations avec des familles détruites par la négligence de Morgan Enterprises. Des noms, des visages, des histoires de douleur que sa femme avait portées seule, essayant de trouver un moyen de rendre justice sans détruire son mari. Parler à la famille Santos aujourd'hui, lisait-on dans une entrée.
La chère petite Hope a perdu son père lorsque l'échafaudage s'est effondré sur le chantier d'Elm Street. Elle n'a que 4 ans, mais ses yeux portent une tristesse ancienne. J'ai promis que je veillerais sur elle, que je trouverais un moyen d'aider toutes ces familles. Edward sentit la bile lui monter à la gorge. Santos, le nom de famille de Hope. La fillette qui prétendait pouvoir réveiller Michael était la fille d'un homme tué par sa négligence. L'ironie cruelle de la situation le frappa comme un marteau. L'enfant dont il avait indirectement tué le père essayait de sauver son fils. Il se précipita vers les toilettes de la direction et vomit violemment, son corps rejetant physiquement le poids de la révélation. Quand il parvint enfin à se contrôler, il se regarda dans le miroir et vit un étranger. Un homme dont le succès était bâti sur les fondations de la tragédie des autres. De retour à l'hôpital, Edward trouva la chambre de Michael enveloppée dans la pénombre nocturne familière. Il s'approcha du lit et prit la main de son fils, sentant le poids de toutes ses découvertes. « Michael, murmura-t-il, papa a fait des choses terribles. Des choses qui ont blessé beaucoup de gens, y compris toi. » Sa voix se brisa. Je ne savais pas, ou peut-être que je ne voulais pas savoir. Mon avidité, ma précipitation, tout cela a causé tant de douleur. Pendant 2 ans, Edward s'était vu comme une victime d'un destin cruel. Maintenant, il comprenait qu'il était à la fois victime et bourreau, pris dans un cycle de conséquences qu'il avait lui-même créé. Clara avait découvert cela et avait tenté de réparer les choses. Mais elle était morte avant de pouvoir le confronter à la vérité. Ta mère était une meilleure personne que je ne le serai jamais, continua Edward, les larmes coulant librement sur son visage. Elle a essayé de te protéger de la vérité sur moi. Elle a essayé de sauver les familles que j'ai détruites. Le bruit de pas feutrés dans le couloir l'alerta d'une présence. Edward se tourna, s'attendant à une infirmière, mais trouva Hope debout sur le seuil. La fillette portait la même robe simple que les jours précédents, et ses grands yeux reflétaient une compréhension bien au-delà de son âge. « Comment es-tu entré ?» demanda Edward, essuyant rapidement ses larmes. « Ma maman travaille, » répondit simplement Hope. « Je vous entends parler à Michael toutes les nuits. Vous parlez fort quand vous êtes triste. » Edward réalisa qu'il avait passé les dernières nuits à se confier à voix haute sans s'en rendre compte, sa douleur s'échappant dans des confessions qu'il pensait privées. L'idée que Hope ait entendu ses aveux de culpabilité le laissa à la fois honteux et soulagé. « Tu sais qui je suis, » dit Edward. « Pas une question, mais une affirmation. Tu sais ce que j'ai fait à ta famille ?» Hope hocha lentement la tête. « Je sais que vous ne vouliez pas faire de mal à mon papa. » Clara a expliqué que parfois les gens font de mauvaises choses sans le vouloir parce qu'ils ne pensent qu'à une seule chose et oublient de penser aux autres. La simplicité de l'explication, venant d'une enfant qui avait perdu son père à cause de sa négligence, était plus dévastatrice que n'importe quelle accusation. Edward tomba à genoux devant elle, sanglotant de manière incontrôlable. « Pardonne-moi, supplia-t-il. S'il te plaît, pardonne-moi. » Hope s'approcha et posa sa petite main sur l'épaule d'Edward. Clara disait que le pardon est un cadeau que l'on se fait à soi-même, pas à l'autre personne. Le lendemain matin, Edward fut surpris par l'arrivée inattendue de son frère, Robert, et de sa belle-sœur, Hélène, accompagnée de l'avocat de la famille, Maître Silverman. Le trio entra dans la chambre de Michael avec des expressions graves qui mirent immédiatement Edward sur ses gardes. « Nous devons parler, » dit Robert sans préambule, sa voix empreinte d'une autorité d'entreprise. À 45 ans, Robert s'était toujours considéré comme le plus sensé des frères Morgan, et sa posture indiquait clairement qu'il était là pour résoudre un problème. « Ce n'est pas le moment, » répondit Edward, se positionnant instinctivement entre les visiteurs et le lit de Michael. « Je m'occupe de mon fils. » Hélène, une femme élégante habituée à ce que ses opinions soient respectées dans les cercles sociaux les plus raffinés, échangea un regard significatif avec son mari. « Edward, nous sommes inquiets pour toi. Pour tes décisions récentes. » « Quelle décision ?» demanda Edward, bien qu'il se doutât de la direction que prenait la conversation. Maître Silverman ouvrit une mallette en cuir et en sortit plusieurs documents. « Edward, il est parvenu à notre attention qu'il y a eu certaines irrégularités dans votre comportement. Le personnel de l'hôpital a signalé que vous avez autorisé un accès non autorisé à Michael, y compris à une enfant sans lien de parenté. De plus, » ajouta Robert, « ton absence de l'entreprise a provoqué de l'instabilité. Des décisions majeures sont retardées. Des contrats sont perdus. Les actionnaires remettent en question ton leadership. » Edward sentit le piège se refermer sur lui. Pendant 2 ans, il avait délégué la plupart des opérations commerciales pour se concentrer sur Michael,
Mais il réalisait maintenant que cette absence était utilisée contre lui. « Vous ne comprenez pas ce qui se passe, » dit Edward, luttant pour rester calme. « Il y a des développements avec Michael que vous ignorez. Vous faites référence aux affirmations d'une enfant qui pourrait prétendument guérir Michael avec de la musique ?» demanda Hélène, son ton dégoulinant de condescendance. « Edward, ce n'est pas de la médecine. C'est le désespoir qui obscurcit votre jugement. » Maître Silverman intervint d'un ton professionnel. « Edward, en tant que votre conseiller juridique, je dois vous informer que votre famille envisage de contester votre capacité mentale à prendre des décisions concernant le traitement de Michael. » Le sang d'Edward se glaça. « Vous ne pouvez pas faire ça. » dit fermement Robert. « Tu te laisses influencer par une enfant opportuniste et sa famille. Il est évident qu'il voit une chance de profiter de ta vulnérabilité. » « La fillette ne profite de rien, » explosa Edward. « Elle connaissait Clara. Elle sait des choses sur notre famille qu'il lui est impossible de savoir. » Le silence qui suivit fut seulement rempli par le son des machines, maintenant Michael en vie. Edward réalisa à quel point ses paroles avaient sonné exactement comme les délires d'un homme perdant la raison. Hélène s'approcha de lui avec un regard de fausse compassion. « Edward, chéri, nous comprenons que tu veuilles croire qu'il y a de l'espoir. Nous le voulons tous. Mais laisser des charlatans exploiter ton chagrin n'aidera pas Michael. » « Des charlatans ?» répéta Edward, sentant sa colère monter. « Vous ne connaissez même pas la fille. »« Nous en savons assez, » dit Robert. « Nous savons qu'elle est la fille de la femme de ménage de nuit, que sa famille a des antécédents d'instabilité financière, et qu'elle est commodément apparue au moment où tu es le plus vulnérable. » Maître Silverman posa les documents sur la table. « Edward, nous avons préparé une requête pour transférer temporairement les décisions médicales concernant Michael à Robert. C'est pour le bien de tous, y compris Michael. » Edward regarda les papiers, puis les visages déterminés de sa famille. Ils étaient venus préparés pour une bataille juridique, armés d'arguments rationnels et de soutien médical. Contre cela, ils n'avaient que la parole d'une enfant de 7 ans et des expériences qu'ils ne pouvaient expliquer scientifiquement. « Vous m'enlevez mon fils, » dit Edward, la voix brisée. « Nous protégeons Michael de décisions émotionnelles qui pourraient nuire à sa guérison, » corrigea Robert. « Edward, tu as besoin d'aide. Une thérapie. Peut-être des médicaments pour faire face au traumatisme. » Edward regarda Michael, puis de nouveau sa famille qui avait décidé qu'il était inapte à s'occuper de son propre fils. Pour la première fois depuis des jours, il ressentit autre chose que de la culpabilité et du désespoir. Il ressentit une fureur brûlante qui le dynamisa. « Dehors, » dit-il, sa voix basse mais chargée d'autorité. « Sortez de la chambre de mon fils. » « Edward, tenta Hélène, sois raisonnable. »« Dehors !» hurla Edward, surprenant tout le monde par la force de son explosion. Alors qu'il se retirait, Robert s'arrêta à la porte. « Tu as 48 heures pour examiner notre proposition. Après cela, nous allons au tribunal. » 2 heures après le départ de sa famille, Edward reçut un appel qui acheva de le ruiner. La voix de l'administratrice de l'hôpital, la docteure Marcia Edwards, était formelle et implacable. « Monsieur Morgan, je dois vous informer que l'employée, Maria Santos, a été licenciée ce matin. Il y a eu plusieurs plaintes concernant des perturbations causées par sa fille à l'étage des soins intensifs. » Edward sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Licenciée ? Pourquoi ? C'est une excellente employée. » « Monsieur Morgan, je comprends votre situation, mais nous ne pouvons permettre que des problèmes personnels affectent les opérations de l'hôpital. La sécurité et le bien-être de tous nos patients doivent être notre priorité. »« Ma famille a fait ça, » dit Edward, plus à lui-même qu'à l'administratrice. « Ils vous ont fait pression. »« Je ne peux pas commenter les pressions extérieures, » répondit diplomatiquement la docteure Edwards. « Mais je peux confirmer que nous avons reçu plusieurs plaintes d'autres patients et familles concernant des perturbations causées par la présence non autorisée d'une enfant. » Après avoir raccroché, Edward se précipita dans les couloirs de l'hôpital à la recherche de Maria. Il la trouva dans le vestiaire du personnel, rassemblant ses affaires personnelles dans un sac en plastique. C'était une femme d'une 40aine d'années, les cheveux grisonnants tirés en un simple chignon, les yeux fatigués reflétant des années de dur labeur. « Maria !» appela Edward, à bout de souffle. « Je suis tellement désolé. C'est de ma faute. » Elle leva les yeux, et Edward vit une dignité tranquille qui le rendit encore plus honteux. « Ce n'est pas de votre faute, monsieur, dit-elle doucement. Hope a toujours été têtu.
Quand elle décide d'aider quelqu'un, rien ne peut l'arrêter. Je vais arranger ça, promis Edward. Je vais parler à l'administration. M'assurer que vous soyez réembauché. Maria secoua la tête tristement. Vous savez que ça n'arrivera pas, monsieur Morgan. Les gens comme nous sont facilement remplaçables. Mais vous, vous avez le pouvoir de faire une vraie différence. Je n'ai aucun pouvoir, répondit amèrement Edward. Ma propre famille essaie de me prendre le contrôle de mon fils. Alors peut-être est-il temps d'arrêter de combattre les mauvaises personnes, dit Maria en fermant son sac. Hope m'a dit ce que Madame Clara disait de vous, que vous avez un bon cœur, mais que parfois vous oubliez de l'utiliser. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Edward tout l'après-midi. Sans emploi et sans accès à l'hôpital, Maria et Hope ne pouvaient plus aider Michael. Pire, Edward réalisa que sa tentative de protéger la fillette avait fini par nuire à la famille même qui avait le plus besoin de stabilité. Cette nuit-là, seul dans la chambre avec Michael, Edward prit une décision désespérée. Il sortit son téléphone et appela Marcus, son assistant de direction. « Marcus, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'urgent. Je veux que tu vires 50 000 $ sur le compte de Maria Santos. C'est une ancienne employée de l'hôpital. Monsieur Morgan, c'est très irrégulier. J'aurai besoin de documents, d'une justification. » Marcus, l'interrompit Edward, Fellman. C'est un ordre direct. Après avoir raccroché, Edward regarda Michael et murmura, « Papa essaie de faire ce qui est juste, mon fils. Trop tard, peut-être, mais il essaie. » Cette nuit-là, pendant sa veillée habituelle, Edward entendit des pas familiers dans le couloir. Son cœur s'accéléra, s'attendant à voir Hope. Mais c'est Maria qui apparut à la porte. « Mais vous n'auriez pas dû faire ça, » dit-elle, se référant clairement au virement d'argent. « Si, je le devais, » répondit Edward. « C'est le moins que je puisse faire après vous avoir fait renvoyer. » Maria entra dans la chambre et regarda Michael avec une expression maternelle. Hope n'a pas abandonné Michael. Elle est à la maison en train de chanter la chanson de Madame Clara tous les soirs, envoyant de l'amour à travers les airs. « Ça ne marchera pas à distance, » dit Edward, essayant de ne pas paraître désespéré. « Croyez-vous vraiment que l'amour a une distance ?» demanda Maria, et Edward ne sut que répondre. Elle s'approcha du lit et posa doucement sa main sur le front de Michael. « Madame Clara, si vous écoutez, votre petite protégée essaie de tenir sa promesse, mais elle a besoin d'aide. » À cet instant, comme en réponse à son appel, Michael émit un son faible, pas tout à fait un mot, mais assurément une vocalisation consciente, le premier son qu'il faisait en 2 ans. Le son qui sortit de la bouche de Michael était si faible qu'Edward crut d'abord l'avoir imaginé, mais Maria se figea près du lit, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. Ils restèrent tous deux dans un silence absolu, osant à peine respirer, attendant que cela se reproduise. « Michael, » murmura Edward en se penchant sur son fils. « Michael, m'entends-tu » Pendant quelques secondes éternelles, rien ne se passa. Puis, lentement, comme s'il émergeait d'eau profonde, Michael ouvrit les yeux. Pas complètement, juste une fente, mais assez pour qu'Edward le voie. Il y avait de la conscience derrière ce regard. « Maman » murmura Michael, sa voix rauque après 2 ans de silence. Edward sentit le monde tourner autour de lui. Les larmes coulaient de ses yeux alors qu'il tenait la main de son fils, sentant pour la première fois en 2 ans une légère pression en retour. « Michael, c'est papa » dit Edward, la voix tremblante d'émotion. « Papa est là. » Les yeux de Michael se déplacèrent vers la voix, luttant pour se concentrer sur le visage de son père. « Papa » répéta-t-il, et ce simple mot fut comme une musique céleste pour Edward. Maria s'écarta discrètement, mais non sans murmurer « Je vais chercher Hope ». Edward ne la remarqua même pas partir. Toute son attention était concentrée sur son fils, qui était enfin revenu à lui. Michael tenta de s'asseoir, mais ses muscles, atrophiés par 2 ans d'inactivité, ne purent supporter le mouvement. « Doucement, mon fils, » dit doucement Edward. « Tu as dormi très longtemps. Tu dois retrouver tes forces petit à petit. »« Où est maman ?» demanda Michael, et le cœur d'Edward se brisa. Comment expliquer à un enfant de 5 ans que 2 années s'étaient écoulées? Comment lui dire que sa mère n'était plus en vie? « Maman? Maman ne peut pas être là pour le moment, » dit Edward, choisissant ses mots avec soin. « Mais elle a envoyé quelqu'un de spécial pour veiller sur toi. » Juste à ce moment-là, des pas rapides résonnèrent dans le couloir. Hope entra en courant dans la chambre, encore en pyjama, ses yeux brillants de joie en voyant Michael éveillé. Derrière elle se trouvait Maria, qui avait couru les 10 pâtés de maison jusqu'à son appartement pour chercher sa fille.
Michael, s'exclama Hope en s'arrêtant près du lit. Tu t'es réveillé. Michael tourna la tête pour regarder la fillette, un air de confusion sur son visage. Qui es-tu? Je suis Hope, dit-elle avec un sourire radieux. Ta maman m'a demandé de te chanter jusqu'à ce que tu te réveilles. Maman te l'a demandé? Demanda Michael, essayant de se concentrer. Mais où est maman? Édouard et Maria échangèrent un regard entendu. C'était à Hope qu'il revenait d'expliquer l'inexplicable à Michael, et elle le fit avec la simplicité naturelle des enfants. Ta maman est allée dans un endroit spécial où vont les gens qu'on aime très fort quand ils ne peuvent plus rester avec nous, dit Hope. Mais elle ne voulait pas que tu sois seul. Alors elle m'a appris la chanson secrète que seuls vous deux connaissiez. Michael traita cette information avec l'acceptation mystérieuse que seuls les enfants possèdent face à l'incompréhensible. Tu peux chanter la chanson? Hope hocha la tête et commença à fredonner la mélodie que Clara avait créée. Alors que la musique emplissait la pièce, Édouard vit quelque chose d'extraordinaire se produire. Michael non seulement reconnut l'air, mais il se mit à fredonner avec elle, sa voix faible, mais juste. Le docteur Wallace arriva 15 minutes plus tard, alerté par l'infirmière de service de la situation anormale dans la chambre de Michael. Il trouva Édouard, Maria et Hope réunis autour du lit, fredonnant tous doucement, tandis que Michael essayait de suivre avec des yeux brillants. C'est médicalement impossible, marmonna le médecin en vérifiant rapidement les signes vitaux de Michael. Une sortie de coma de cette nature, ça ne se passe pas comme ça. Docteur, dit Édouard, sa voix remplie d'une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, tout en médecine ne peut pas s'expliquer par des chiffres et des graphiques. Le docteur Wallace ne put le contredire. Devant lui se trouvait un garçon qui avait passé 2 ans dans un état végétatif et qui participait maintenant consciemment à une chanson, reconnaissant les gens et répondant aux stimuli. C'était un miracle, scientifique ou non. La joie du réveil de Michael ne dura que 6 heures. Lorsque le docteur Wallace revint pour des examens plus détaillés, il trouva le garçon de nouveau inconscient. Cette fois, cependant, il n'était pas dans un coma profond. Son corps tressaillait de temps en temps comme s'il luttait contre une force invisible. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda Édouard, la panique revenant dans sa voix. « Son cerveau est en conflit », expliqua le médecin en analysant les scanners neurologiques. C'est comme s'il y avait 2 forces opposées, l'une essayant de se réveiller, l'autre résistant. Je n'ai jamais rien vu de tel. Hope, qui était resté près du lit depuis le réveil, toucha doucement la main de Michael. Il a peur, dit-elle avec une certitude absolue. Se réveiller signifie accepter que sa maman ne reviendra pas. Ces paroles frappèrent Édouard comme une révélation. Pendant 2 ans, il avait interprété le coma de Michael uniquement comme une conséquence physique de l'accident. Il n'avait jamais envisagé qu'il puisse y avoir un choix émotionnel en jeu, que son fils puisse refuser de se réveiller complètement dans un monde sans Clara. C'est alors que Robert et Hélène arrivèrent, accompagnés de 2 huissiers de justice et de maître Silverman. Ils portaient une ordonnance judiciaire temporaire transférant la garde médicale de Michael à Robert. « Édouard, je suis désolé, » dit Robert, bien que son expression fût plus de détermination que de regret. « Mais après les événements d'aujourd'hui, il est clair que ton instabilité émotionnelle affecte le traitement de Michael. » « Instabilité ?» répéta Édouard, incrédule. « Mon fils s'est réveillé pour la première fois en 2 ans. Il a ouvert les yeux et parlé pendant quelques heures, et maintenant il est pire qu'avant, » rétorqua Hélène. « Édouard, tu permets à cette situation de causer plus de traumatisme à un enfant déjà fragile. » Maître Silverman présenta les documents officiels. L'ordonnance est temporaire mais claire. Robert a désormais l'autorité de prendre toutes les décisions médicales relatives à Michael. Édouard regarda les papiers, puis Maria et Hope, qui observaient avec une désolation croissante. Il réalisa que ce n'était pas seulement la garde de Michael qu'on lui retirait. C'était sa dernière chance de rédemption. « Quelle sera ta première décision médicale ?» demanda Édouard à Robert, bien qu'il connût déjà la réponse. « Transférer Michael dans une clinique spécialisée à Boston », répondit immédiatement Robert. Loin des influences perturbatrices. « Non », dit Édouard en se plaçant entre Robert et le lit de Michael. « Vous ne pouvez pas le séparer de la seule personne qui a réussi à le réveiller. » « Édouard, sois rationnel, » intervint Hélène. « Une fillette de 7 ans n'a pas de pouvoir magique. Ce qui s'est passé aujourd'hui était une coïncidence. » À ce moment, Michael se mit à s'agiter dans le lit, marmonnant quelque chose d'inaudible. Ils se rapprochèrent tous pour écouter, et ces mots glacèrent le sang d'Édouard, « Je ne veux pas me réveiller si maman n'est pas là. »
Le docteur Wallace vérifia les moniteurs, son expression devenant grave. L'activité cérébrale chute rapidement. C'est comme s'il choisissait de retourner dans le coma. C'est ridicule, dit Robert. Les enfants ne choisissent pas d'être dans le coma. Mais Hope s'approcha du lit et prit la main de Michael. Mike, dit-elle doucement. Ta maman ne peut pas revenir, mais elle m'a dit un secret. Veux-tu savoir ce que c'est? Michael cessa de s'agiter, bien que ses yeux restassent fermés. Elle a dit que l'amour ne meurt pas quand les gens s'en vont, continua Hope. L'amour reste dans le cœur des gens qui restent. Et ton papa a tellement d'amour pour toi que tu peux sentir l'amour de ta maman à travers lui aussi. Édouard sentit les larmes couler sur son visage alors qu'il comprenait ce que Hope faisait. Elle n'essayait pas seulement de réveiller Michael. Elle lui apprenait à vivre avec la perte. C'est vrai, Michael, dit Édouard, la voix brisée. L'amour de maman est ici, dans mon cœur et dans le tien. Et nous allons prendre soin l'un de l'autre, comme elle le voulait. Michael ouvrit de nouveau les yeux, cette fois en regardant directement son père. Papa restera avec moi pour toujours? Pour toujours, promit Édouard. C'est alors que Robert lança l'ultimatum. Édouard, tu as 1 heure pour faire tes adieux. Après cela, Michael est transféré. Pendant cette heure cruciale, Édouard prit la décision la plus importante de sa vie. Tandis que Robert et Hélène attendaient dehors, il appela Marcus et donna des instructions qui allaient choquer tout le monde. Marcus, convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration pour cet après-midi. Je démissionne de mon poste de PDG de Morgan Enterprises. Monsieur Morgan, vous ne pouvez pas être sérieux, répondit Marcus, alarmé. Je suis tout à fait sérieux. Aussi, je veux que tu prépares les documents pour établir un fonds d'indemnisation pour toutes les familles touchées par des accidents sur nos chantiers de construction au cours des 5 dernières années. Le montant total sera prélevé sur mes actions personnelles. Édouard raccrocha avant que Marcus ne puisse protester et se retourna vers Michael, qui observait tout avec des yeux plus alertes qu'auparavant. Hope restait près du lit, tenant la main du garçon, tandis que Maria observait depuis la porte avec un regard de sollicitude maternelle. Et Michael, dit Édouard en s'agenouillant près du lit, papa doit te dire la vérité sur certaines choses, des choses qui ont blessé des gens, y compris toi. Michael pencha la tête, écoutant avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir pour les sujets importants. Papa a fait des erreurs au travail. Des erreurs qui ont blessé beaucoup de familles, y compris la famille de Hope. Son papa est mort à cause de mes erreurs. Michael regarda Hope avec une nouvelle compréhension. C'est pour ça que tu es venu m'aider? Même si ton papa est mort à cause de mon papa? Hope hocha la tête. Clara m'a appris que lorsque quelqu'un vous fait du mal par accident, la meilleure vengeance est d'aider. C'est comme ça qu'on transforme la peine en amour. Édouard sentit sa poitrine se serrer devant la sagesse simple de la fillette. Michael, papa va réparer tout ce qui peut être réparé. Il va aider toutes les familles qui ont été blessées, et il va prendre soin de Hope et de Maria parce qu'elles font partie de la famille maintenant. Elles vont vivre avec nous, demanda Michael. Et Édouard vit un véritable espoir dans ses yeux. Si elles le veulent, répondit Édouard en regardant Maria, qui avait les larmes aux yeux. À ce moment, Robert entra dans la chambre avec les huissiers de justice. Édouard, le temps est écoulé. Michael doit être transféré maintenant. Édouard se leva et fit face à son frère. Robert, j'ai une proposition. Annule le transfert, et je signerai tous les papiers renonçant au contrôle de l'entreprise. Tu as toujours voulu diriger Morgan Enterprises. Maintenant, tu peux l'avoir. Robert était visiblement abasourdi. Édouard, tu n'as pas les idées claires. L'entreprise vaut? L'entreprise ne vaut pas la vie de mon fils, l'interrompit Édouard. Et Michael va mieux ici, avec ses gens. Le séparer de Hope en ce moment serait comme arracher une bouée de sauvetage à un noyé. Le docteur Wallace, qui était resté silencieux pendant toute la discussion, prit enfin la parole. Monsieur Morgan, dit-il en s'adressant à Robert, je dois vous informer que les signes vitaux de Michael se sont considérablement stabilisés au cours de la dernière heure. D'un point de vue médical, un transfert en ce moment pourrait être préjudiciable. Hélène tenta de protester, mais Robert leva une main pour la faire taire. Édouard vit une lutte interne sur le visage de son frère, entre l'ambition et la conscience familiale. « Es-tu sérieux au sujet de ta démission de l'entreprise » demanda Robert. « Tout à fait sérieux, mais à une condition. Une partie des bénéfices annuels doit être versée à un fonds d'indemnisation pour les familles touchées par nos négligences passées. » Robert réfléchit à la proposition un long moment.
Édouard comprit que ce n'était pas seulement l'avidité qui motivait son frère, mais une véritable inquiétude pour son état mental. L'offre de démission prouvait qu'Édouard prenait des décisions rationnelles et non impulsives. « D'accord, dit finalement Robert. Michael reste, mais tu acceptes un suivi médical et psychologique régulier. » Édouard hocha la tête, sentant un poids immense se lever de ses épaules. Il regarda Michael, qui souriait pour la première fois en 2 ans. « Papa, dit Michael. Je peux appeler Hope ma sœur maintenant ? » « Si elle le veut, répondit Édouard, et Hope hocha vigoureusement la tête, son sourire illuminant toute la pièce. À cet instant, Édouard comprit qu'il avait perdu une fortune, mais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, une vraie famille, bâtie sur l'amour et la rédemption plutôt que sur le pouvoir et l'argent. 6 mois après cette journée transformatrice à l'hôpital, Edward Morgan se promenait dans les salles colorées du centre communautaire de Hope's Crossing, désormais entièrement rénové et agrandi. Le bâtiment, qui n'abritait autrefois que 2 petites salles, était devenu un complexe éducatif avec une bibliothèque, un laboratoire informatique, une cuisine communautaire et un petit amphithéâtre où les enfants montaient des pièces de théâtre. Michael courait dans les couloirs aux côtés de Hope, sa récupération physique presque complète après des mois de kinésithérapie intensive. Les 2 enfants avaient développé un lien qui allait bien au-delà de l'amitié. Ils étaient de vrais frères et sœurs, unis par une expérience qu'aucun adulte ne pouvait pleinement expliquer, mais que tout le monde avait appris à accepter comme un miracle de la connexion humaine. « Papa, je peux montrer aux nouveaux enfants comment jouer la chanson de maman ?» demanda Michael, tenant une petite guitare adaptée à ses mains encore en convalescence. « Bien sûr, mon fils, » répondit Édouard, observant avec émotion comment Michael avait trouvé un moyen d'honorer la mémoire de Clara par la musique, sans être piégé par la douleur de sa perte. Maria s'approcha, portant un plateau de collation pour les enfants. Au cours des derniers mois, elle était devenue bien plus qu'une employée du centre. Elle en était la directrice administrative et le cœur maternel de toute l'opération. Édouard avait découvert qu'elle possédait un don naturel pour organiser les gens et les ressources, transformant les idées en réalité pratique. « Les familles du quartier sont si reconnaissantes, » dit-elle en regardant les enfants jouer dans la cour intérieure. Beaucoup de mères ont pu retourner au travail en sachant que leurs enfants sont en sécurité ici. Édouard hocha la tête, ressentant une satisfaction qu'il n'avait jamais éprouvée durant ses années d'homme d'affaires prospère. Le fonds d'indemnisation qu'il avait créé avait fourni non seulement des règlements financiers, mais aussi de réelles opportunités de reconstruction pour des dizaines de familles touchées par la négligence de son ancienne entreprise. Robert s'était étonnamment bien adapté à la direction de Morgan Enterprises, mettant en œuvre de nouvelles normes de sécurité qui devinrent une référence dans l'industrie. Ironiquement, l'entreprise était plus prospère que jamais, sa réputation restaurée par la transparence et la responsabilité sociale que Robert avait adoptée après avoir été témoin de la transformation de son frère. Monsieur Morgan, appela une voix familière. C'était Gloria, la coordinatrice initiale du centre, maintenant directrice pédagogique du projet élargi. La représentation va commencer. Édouard se dirigea vers l'amphithéâtre où une 50aine d'enfants se préparaient à présenter une pièce qu'ils avaient eux-mêmes créée sur l'amitié et le pardon. Michael et Hope se tenaient au centre de la petite scène, lui avec sa guitare et elle tenant un microphone. « Cette chanson, » annonça Hope au public de parents, de bénévoles et d'enfants, nous a été enseignée par une femme très spéciale qui croyait que l'amour peut voyager à travers la musique. Michael commença à jouer les accords simples de la mélodie que Clara avait créée pendant sa grossesse. Hope se mit à chanter, sa voix maintenant plus mature, mais conservant la douceur qui avait réveillé Michael des mois plus tôt. Un par un, d'autres enfants se joignirent au chœur, transformant cette berceuse intime en un hymne d'espoir communautaire. Édouard sentit des larmes de gratitude couler sur son visage. Dans le public, il identifia plusieurs familles qui avaient été aidées par le fonds d'indemnisation, des gens qui avaient toutes les raisons de le haïr, mais qui avaient choisi le pardon et la collaboration à la place. Après la représentation, alors qu'il aidait à organiser les chaises, Édouard fut approché par un homme qu'il reconnut comme étant Joseph, le veuf de l'une des victimes des accidents de son entreprise. « Monsieur Morgan, » dit Joseph en tendant la main. « Je voulais vous remercier, pas seulement pour l'argent, mais pour avoir donné à ma famille la chance de transformer notre douleur en quelque chose de positif. » Édouard serra la main tendue, sentant le poids symbolique du geste. « Joseph, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez tous appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons. » Alors que le soleil se couchait sur Hope's Crossing, Édouard regarda Michael et Hope jouer dans la cour avec d'autres enfants, leur rire résonnant sur les murs colorés du centre.
Clara serait fière, pensa-t-il. Sa femme avait planté des graines de bonté qui avaient fleuri bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Le millionnaire arrogant était mort dans cet hôpital 6 mois plus tôt. À sa place, un homme était né, qui comprenait qu'il faut parfois perdre tout ce que l'on croit nous définir pour découvrir qui l'on est vraiment.